Bienvenue dans la deuxième partie du chapitre navigation, réglementation pour la préparation au BIA. La première chose que l'on va faire, c'est jeter un coup d'œil sur les compétences et sur tout ce qui va être abordé aujourd'hui. On va aborder deux points particuliers. D'une part, les cartes aéronautiques et puis également les grands principes de navigation, voilà pour cette partie. Et enfin, on reviendra sur l'organisation de l'espace aérien, donc on reviendra sur la définition des classes d'espace aérien, les différentes zones particulières. Et d'ailleurs, ces deux points, on les reverra donc quand on regardera à nouveau des cartes aéronautiques. Bien, sans plus attendre, commençons. On va commencer par des points un peu généraux. Notamment le positionnement, la mesure de distance, de vitesse, donc en aéronautique. Alors la première chose, c'est une chose franchement basique. La Terre, on l'a tous reconnu, deux hémisphères, un axe qui définit les deux pôles, un sens de rotation. Voilà, rien de vraiment particulier, tout ça est bien connu, enfin, principe. La mesure des distances, donc en navigation, alors quand je dis en navigation, ça peut être navigation maritime ou aérienne. On utilise le mile nautique. Le nautique que l'on abrège, donc NM, qui veut dire nautical mile, à ne pas confondre avec le mile terrestre, les distances sont différentes. Le mile nautique, ou on dit aussi le nautique, eh bien, est égal à 1852 mètres, alors que le mile terrestre est égal à 1609 mètres. La définition originelle de cette unité, ça correspond à une mesure en fait d'une abscisse curviligne définie par un angle de 1 minute de degré. Donc, cette abscisse curviligne est à prendre sur le diamètre extérieur de la Terre en supposant que la Terre définit une sphère parfaite. 1 minute de degré, donc on n'a pas trop l'habitude de ça, donc prenez donc 1 degré, vous le divisez en 60, vous obtenez 1 minute. Alors alors déjà peut-être première chose que j'ai oublié de vous dire, lorsque cette vidéo, au fur et à mesure que cette vidéo se déroule, vous prenez des notes sur le PDF que vous avez dû donc récupérer dans la documentation que je vous ai donnée. Deuxième chose, je vous propose de vérifier cette valeur en utilisant tout simplement un peu des connaissances un peu basiques, simplement pour vérifier que d'une part cette valeur, et puis aussi ça vous permet d'utiliser la définition du nautique. Alors donc vous pouvez éventuellement pauser cette vidéo pour quelques minutes, et puis ensuite je vous donnerai quelques éléments de réponse. Alors voici donc les quelques éléments de réponse. Voici la relation qu'il faut connaître. S est égal à θr. S, c'est justement la longueur de l'abscisse curviligne. Θ, c'est l'angle. Et puis R, c'est le rayon du cercle. Alors, les unités sont les suivantes. Θ est en radians. R, bien, est peut-être par exemple en kilomètres. Dans ce cas-là, on peut peut-être le prendre en kilomètres, puisque le rayon est donné en kilomètres. Et bien sûr, dans ces conditions, l'abscisse, elle, sera également lue en kilomètres. Alors, comment est-ce que l'on va faire ceci? Déjà, ici, on a remarqué que θ est en radians, et dans la définition, on vous parle de degrés, donc il va falloir donc convertir les degrés en radians. Comment est-ce que l'on fait? Bien, on utilise simplement cette formule, cette relation. Et puis, comme on a vu que l'angle était défini par 1 minute de degré, c'est-à-dire 1/60e de degré, et bien à ce moment-là, on va multiplier par 1/60e pour obtenir θ. Il suffira de multiplier ce nombre par le rayon, et théoriquement, vous devriez retomber sur cette valeur. On continue, mesure des vitesses. Là encore, que ce soit en navigation maritime ou aérienne, on utilise le nœud,
parfois le kilomètre-heure, hein, à tout dire, mais bon, la plupart du temps, ça devrait être le nœud. Ce nœud, donc, qui est abrégé KT, c'est-à-dire en anglais not, et donc ce nœud eh bien, est égal à 1 mile nautique par heure. Pardon. Et donc, on a la correspondance entre les miles nautiques par heure, les nœuds, et puis les kilomètres-heure. Là encore, un petit exercice pour transformer, ou disons pour vous permettre d'utiliser un petit peu ceci. Supposez que vous volez à une vitesse de 60 nœuds et que vous êtes situé à donc 12 nautiques du terrain d'arrivée. Donc, en combien de temps arriverez-vous donc sur le terrain? Voilà. Je laisse réfléchir un peu. Voilà. Donc, quelques éléments là encore de réponse. On exploite bien sûr cette relation. 60 nœuds, c'est égal à 60 miles nautiques par heure. Et en sachant que bien sûr, en 1 heure, il va y avoir 60 minutes. Vous voyez que ça ne va pas être vraiment difficile pour trouver le temps donc, pour rejoindre le terrain d'arrivée. On continue. Les coordonnées d'un point sur la Terre, les coordonnées GPS d'un point, lorsque vous, par exemple, vous voulez localiser un point particulier, vous utilisez votre moteur de recherche favori, il va vous donner les coordonnées GPS. Et sur ces coordonnées GPS, il apparaît deux choses, la latitude et la longitude. Donc, si on regarde un petit peu ça, c'est simplement des rappels, évidemment, hein. On remarque qu'il y a deux références. D'une part, la longitude. Cette longitude, eh bien, elle est donnée par le méridien, enfin la référence de la longitude est donnée par le méridien de Greenwich. Et la latitude est donnée par donc l'équateur. Alors, à partir de l'équateur, si on remonte vers le nord, on a ce qu'on appelle la latitude nord, vers le sud, la latitude sud. Et si on regarde la Terre au-dessus, à partir du méridien de Greenwich, si on va vers l'est, longitude est, et vers l'ouest, longitude ouest. Par exemple, vous tapez Grenoble-Saint-Joueur, vous allez vous retrouver avec ces coordonnées GPS. Eh bien, donc, voilà, ça veut donc dire que la latitude sera de 45 degrés 22 minutes latitude nord. Donc, il va falloir remonter à partir de l'équateur. Et il va falloir se déplacer, donc longitude est, il va falloir se déplacer à partir du méridien de Greenwich de 5 degrés 19 minutes. La mesure du temps, alors on parle indifféremment du temps TU, temps universel, ou GMT ou UTC. Voilà, donc les différents temps est expliqué, enfin disons la signification de ces abréviations est notée ici. Quelque chose un peu de particulier, c'est que UTC, en français ça veut dire temps universel coordonné. En anglais, on dirait Coordinated Universal Time, ce qui ne correspond pas non plus à cette abréviation. Ça veut dire tout simplement que lorsque il a fallu qu'ils se mettent d'accord sur une abréviation, eh bien, c'était ni les Français qui l'ont remporté parce que ça serait TUC, ni les Anglais parce que ça aurait été CUT. Donc, ils ont trouvé un espèce de compromis, et puis ce compromis, c'est UTC. Bon, là, c'est pour un peu la petite histoire. En tous les cas, le temps universel, il est donné par le méridien de Greenwich. Par exemple, ici, si sur ce méridien, il est midi, eh bien, il va être midi de partout, c'est le temps universel. Évidemment, nous, on raisonne avec l'heure locale. L'heure locale, eh bien, ça correspond à une définition. Vous pouvez regarder ça un petit peu en détail. Et donc, si je veux calculer, si je veux retrouver l'heure locale, eh bien, il va falloir que je parte du méridien de Greenwich et puis de rajouter
des heures en fonction de ma position sur la Terre. Alors, par exemple, ici, hein, donc c'est le temps universel, ici, donc Greenwich, c'est celui-ci. Vous voyez que c'est la partie verte. Donc, supposons qu'il est midi ici. Ben, vous voyez que dans toute cette partie-là, vous voyez, donc là, ça suit un peu les côtes, les frontières, etc., hein, pas toujours. Eh bien, il sera 1 heure de plus. Donc, vous voyez, on va rajouter 1 heure à l'heure universelle. Ça, c'est pour l'heure d'hiver. Donc, on rajoutera 1 heure de plus pour l'heure d'hiver. Pendant l'été, eh bien, ça sera l'heure d'été. Donc, on rajoutera 2 heures. Daylight Saving Time. Alors maintenant, passons à quelque chose qui est très important. Ce sont les cartes VAC. VAC, ça veut dire Visual Approach Chart. Et en fait, ces cartes-là, je vais vous en montrer une tout de suite, comme ça sera fait. Donc ces cartes, en fait, elles correspondent aux différents terrains, voilà, aux aérodromes, en fait. Donc ça, c'est super important quand on vole, quand on décide de voler, quand on décide d'aller d'un point à un autre, d'aller d'un aérodrome à un autre, il faut parfaitement connaître justement ces cartes VAC. Donc il y a tout un tas d'informations et ces informations, on va essayer de les couvrir ou de les découvrir ensemble au fur et à mesure. Donc on part par exemple de la tour du Pin-Cessieux, on veut aller par exemple eh bien, ici à Romans-Saint-Paul. Si je veux aller à Romans-Saint-Paul, il est important de savoir eh bien, quelle est la structure de l'aérodrome qui va m'accueillir, quelles seront les pistes en service, comment est-ce que je vais faire mon tour de piste, dans quel sens je vais aller, à quelle altitude devrais-je me positionner, est-ce qu'il n'y aurait pas des dangers particuliers, est-ce qu'il n'y a pas des zones particulières à ne pas survoler, quels sont les différents acteurs aériens qui peuvent éventuellement tourner autour de cet aérodrome. Voilà. Globalement, c'est un petit peu toutes ces choses-là que l'on va découvrir. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a déjà une première partie, la partie de gauche qui est plus graphique, et ensuite cette deuxième page où il y a effectivement tout un tas de consignes et d'instructions. Vous remarquez que sur la partie gauche, bien, toutes les informations sont en français, alors que ici, elles sont en anglais. Ça sera systématique sur toutes les cartes VAC. Et il y a même sur cette carte VAC, hein, qui correspond à cet aérodrome, il y a même encore une troisième page qui a été rajoutée. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être moins, ça peut être plus. Alors donc, comme je l'ai dit, hein, ces cartes VAC, eh bien, c'est absolument indispensable de les regarder avant de pouvoir prétendre faire un vol en toute sécurité. Alors, pour vous montrer où trouver ces cartes VAC, par exemple, on peut aller, donc, on va aller où? On va aller là, par exemple. Si vous allez sur le site sur le site du SIA, qui est effectivement une référence en matière d'information aéronautique, eh bien, vous allez trouver des tas d'informations, et notamment tout ce qui concerne la préparation de vol. Et bon, il y a des rubriques que l'on aura l'occasion de parcourir ou l'on aura l'occasion de parler, mais celle qui nous intéresse ici, c'est celle-ci, Atlas VAC France. Je clique dessus et je vais sélectionner par exemple ici, et là je vais par exemple choisir, j'en sais rien, tiens, la tour du Pin-Cessieux, voilà, et donc je vais pouvoir l'ouvrir. Et voilà, je me retrouve avec la carte VAC d'un aérodrome qu'on connaît bien, celui de la tour du Pin-Cessieux. Voilà la partie graphique. Et puis, voilà, ici, la partie un petit peu consigne, différentes instructions, là encore, en français et en anglais. Voilà pour ceci. Je retourne sur, bon, diaporama.
Alors, donc, commençons à parcourir cette partie graphique. On va commencer par la partie haute de cette carte, c'est celle-ci. Je fais un zoom dessus. Qu'est-ce que l'on voit? Première chose, c'est atterrissage à vue. Donc, visual landing. C'est donc propice au VFR, hein, donc Visual Flight Rules. Deuxième information, quelles sont les activités qui sont proposées sur cet aérodrome? Donc de l'aviation, du planeur, de l'ULM, de l'acrobatie et puis aussi de l'aéromodélisme. Voici le nom de l'aérodrome en question, Romans-Saint-Paul. Par contre, chaque fois que l'on communiquera avec la radio, eh bien, on ne dira pas Romans-Saint-Paul, mais on dira simplement la partie qui est en gras, c'est-à-dire on communiquera par le nom Romans, c'est tout. Ici, donc, AD aérodrome, et puis ces 4 lettres, eh bien, c'est ce qu'on appelle le code OACI de l'aérodrome. C'est ce code-là qui est très, très important. On verra des applications un petit peu plus tard. Je continue. D'ailleurs, ici, juste avant cette information, remarquez que le code OACI a été repris ici. Cette partie-là, ça veut dire quoi? C'est la déclinaison en fait magnétique, on en parlera d'ici quelques minutes. Ici, dans ces conditions, c'est marqué que cette déclinaison magnétique, elle est de 1 degré est. 15, c'est quoi? C'est la dernière mise à jour qui a été faite concernant la déclinaison magnétique, c'est-à-dire que cette déclinaison magnétique, ou tout du moins cette valeur, elle date de 2015. Ici, on a l'altitude de l'aérodrome, Ici, vous avez donc l'altitude en pied, et puis là, c'est donc la pression qui règne sur cet aérodrome. Voilà, donc en hectopascal, bien sûr. À ce niveau, vous avez les coordonnées GPS dont on a déjà parlé. Vous voyez, vous retrouvez la latitude nord, longitude est. Ici, c'est toutes les fréquences qu'il faut utiliser, qu'on doit utiliser quand on communique par radio. Il peut y avoir donc une fréquence d'approche, une fréquence de tour, et puis d'autres fréquences également, et puis là, une autre qui s'appelle l'auto-information, c'est-à-dire que en absence de tour, vous voyez, c'est marqué nil, ça veut dire qu'il n'y a pas de tour, il n'y a pas non plus de fréquence d'approche non plus particulière. Donc là, ben, les aéronefs, quand ils rentrent dans la zone de Romans, eh ben, ils vont communiquer entre eux en réglant leur radio sur cette fréquence. On passe maintenant à la partie graphique. Alors, première chose, tout à fait en haut, on voit, il y a une flèche, c'est marqué Saint-Rambert, et puis il y a 313 degrés, et enfin, donc 16 nautiques. Donc ça veut dire que dans cette direction, en suivant ce cap, on arrivera à l'aérodrome de Saint-Rambert, en suivant donc un cap de 313 degrés et dont la distance est de, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué 12, hein, en fait c'est marqué 16, donc 16 nautiques. Je continue. Alors là, il y a un certain nombre de choses. Vous voyez que les aéronefs, ils ont été représentés en vue de dessus. Ici, c'est la vue de dessus d'un avion. Là, c'est la vue de dessus d'un ULM. Et puis ici, c'est la vue de dessus d'un planeur. Alors maintenant, on retourne sur cette partie-là. L'avion, en fait, s'il veut atterrir sur cette piste-là, vous voyez ici, c'est en gras, comme ceci. Voilà, et il est bien donc sur cette piste ici, c'est-à-dire c'est la piste 20, eh bien, il doit tourner dans ce sens-là. C'est-à-dire que le tour de piste, juste avant d'atterrir, là il est en base, et avant d'aborder la finale, il doit tourner dans ce sens-là.
c'est-à-dire qu'il doit aborder un virage à droite. L'orientation, ici, est à droite. Également, l'ULM, il doit faire la même chose. Il doit tourner à droite. Différentes informations. Là, on voit 1600 et puis ensuite 1000. 1000, c'est l'altitude. 1600, c'est l'altitude. 1000, c'est la hauteur du terrain. Également, la même chose pour l'ULM. 1000, 1100, c'est l'altitude. Et 500, c'est la hauteur du terrain. Donc, on se présente, on est en ULM, on arrive ici, après l'avant-arrière, on se positionne en base et dans ce tour de piste, on doit régler l'altimètre à 1100 QNH pour aborder le dernier virage. Si ces deux aéronefs veulent atterrir sur cette piste ici, c'est-à-dire sur la piste 24, dans ces conditions, vous voyez que l'orientation est toujours vers la droite, les hauteurs ne changent rien, ne changent pas, donc on a gardé finalement toutes ces valeurs, elles ont été transcrites dans cette zone. D'autres informations? On remarque ici une ligne électrique haute tension. Cette ligne électrique, elle a été notée. Pourquoi? Parce qu'elle est certainement située à une certaine hauteur. Donc il faut que les aéronefs soient bien conscients qu'ici, il y a une ligne électrique qui est située à une certaine hauteur. Qu'est-ce que c'est cette partie-là? On en a déjà parlé. Il s'agit d'un planeur. Et vous remarquez que le tour de piste des planeurs et le tour de piste des autres aéronefs est différent. Ça veut dire qu'on va évidemment limiter on va même faire tout pour éviter les collisions. Donc le planeur, lui, aura un tour de piste, donc main gauche. Ici. Alors, là par contre, là ici c'est main droite. Donc ici c'est celui lorsqu'il prend cette piste, que ça sera main gauche. On continue. Là également, on fait bien attention. Si par exemple, en fonction du vent, parce que comment est-ce qu'on choisit une piste? On en a déjà parlé. C'est bien sûr en fonction du vent, il faut que le vent soit de face. Eh bien, si le vent ne nous permet pas d'atterrir sur ces pistes-là, c'est-à-dire sur la 24 ou sur la 20, il faudra peut-être prendre la 06. Et dans ces conditions, quel sera le tour de piste? Eh bien, pour ces deux aéronefs, ils devront prendre cette orientation, c'est-à-dire l'orientation main gauche, alors que le planeur, lui, il arrivera par là, donc il arrivera main droite. On remarque qu'il y a des zones qui sont cerclées. Ces zones cerclées, ça veut dire que, il faut éviter, voire même ne pas survoler ces zones. C'est interdit. Donc, il faut prendre conscience un petit peu de ça. C'est pour ça que cette carte feedback, elle est importante. Il y a des tas de détails qu'il faut avoir vus et avoir bien pris conscience de tous ces aspects. On peut indiquer, il y a un certain point, des points hauts notamment, qui sont également notés. Si je fais un zoom maintenant sur les pistes, on va regarder, on a vu qu'il y avait donc plusieurs pistes. Donc il y avait la 06, la 02, la 20 et la 24. Donc ici, ça veut dire que l'orientation magnétique de la piste 20, son orientation magnétique, c'est 200 degrés. Alors se souvenir que lorsque l'on regarde une carte, le nord géographique, il est toujours
dirigé donc, vers le haut. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais tourner dans ce sens-là. Quand je tourne, je fais un demi-tour, je fais 180 degrés. Pour arriver à 200, il faut que je continue un petit peu plus. Lorsque je suis à 200, voilà l'orientation magnétique de la piste. Et cette orientation magnétique, eh bien, elle est donnée par le numéro de la piste. Le numéro de la piste, c'est la numéro 20. Vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait pour trouver le numéro de la piste en fonction de son orientation. D'autres informations qui peuvent aussi, qui doivent attirer un peu notre attention, c'est que dans cette zone-là, ici, il y a des activités d'aéromodélisme. Évidemment, un point très très important à toujours avoir en tête, hein, quand on regarde, avant de préparer un vol, quand on a regardé cette carte de lac, une des premières choses à faire, c'est de se dire, bon, au niveau de la piste, où est donc la manche à air et les racignaux, la manche à air en particulier, parce que c'est bien sûr cette manche à air qui va nous donner l'orientation du vent et donc qui va nous permettre de choisir la piste qui va bien. Donc ça, c'est très important. Donc, quand je vais arriver sur ce terrain, une des premières choses que je vais faire, c'est que je vais survoler cette partie-là, je vais faire une verticale terrain pour regarder cette manche à air et pour regarder dans quelle direction elle est dirigée pour connaître la direction du vent et donc choisir la piste qui va bien. C'est marrant, cette piste-là, la 06, elle est cerclée alors que les autres ne le sont pas. Ce n'est pas moi qui ai rajouté ce cercle. Ça veut tout simplement dire que cette piste, c'est la piste préférentielle. Préférentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas d'absence de vent ou d'un vent qui n'est pas significatif, eh bien, ça sera toujours celle-ci qui sera privilégiée. Encore une altitude. Voilà. Un autre aspect, donc c'est la partie basse de cette partie graphique. Vous retrouvez ici un certain nombre d'annotations. Donc le runway, c'est-à-dire toutes les pistes qui sont repérées ici. Donc là, ceci, ça signifie aircraft. Le QFU, c'est l'orientation magnétique. Donc on retrouve par exemple 200, 241 donc, degrés. Hein. Donc tout ça, c'est noté en degrés. Et puis après, vous voyez, vous faites la transposition pour le numéro des pistes. Ça, en fait, c'est le numéro des pistes. Ça, c'est l'orientation magnétique. On a, donc, voilà, par exemple, ici, hein, c'est marqué 06 L, left, et 24 right pour les aéronefs. Et ça, pour les planeurs, on aura donc quelque chose un petit peu de différent. Évidemment, on a vu tout à l'heure hein, que notamment la 06, eh ben, le tour de piste n'était pas de la même placé dans la même orientation. On retrouve ici. Hein. Voilà, donc les numéros des pistes. Les dimensions, ça peut être intéressant. On peut se dire, tiens, celle-ci, elle est plus longue que celle-là, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Si on a besoin d'une plus grande longueur pour atterrir ou pour décoller. La nature de la surface, vous voyez qu'ici, ce sont des pistes qui sont en herbe, elles ne sont pas en tarmac. Également, on a la résistance, parfois, notamment pour les gros porteurs ou pour les avions un peu lourds. Bon, bah, effectivement, c'est important de connaître la résistance des pistes. Ça, il y a trois indications, donc TODA, ASDA et puis LDA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, TODA, ça veut dire Take-off Distance Available. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Celle-ci, Acceleration Stop Distance Available. Et la dernière, Landing Distance Available. Donc, en clair, Take-off Distance Available, c'est-à-dire c'est la distance disponible pour le décollage. Là, ici, c'est la distance disponible pour l'accélération et le stop en cas de problème. Et ici, c'est la distance donc d'atterrissage.
Donc, un schéma qui résume un petit peu tout ça. Donc, vous voyez pourquoi cette distance-là, ici, la distance d'atterrissage, elle est plus petite. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. Ici, elle est plus petite. Ça veut dire que ici, il y a un clearway, par exemple, hein, une zone qui peut être utilisée, par exemple, lorsqu'on a besoin d'une grande distance de décollage. Par contre, au niveau de l'atterrissage, il se fait dans cette zone-là. Et on n'atterrit pas ailleurs. Un retour sur les espaces, les classes d'espace aérien. Il faut bien comprendre que lorsqu'on roule en voiture, par exemple, on a une surface, hein, c'est un plan, on est en 2D. Lorsqu'on vole, on est en 3D. Donc, il y a les 3 dimensions à prendre en compte. Bien, la dimension donc, verticale, elle se décline de cette façon. Hein. Il y a des zones qui peuvent être contrôlées et d'autres qui ne le sont pas. Alors, donc, les zones qui sont, qui sont contrôlées, hein, eh bien, le sont parce qu'il y a des avions de commerce, il y a des lignes commerciales, et ces lignes commerciales, elles ont besoin d'être protégées. Alors, notamment, toutes ces parties-là, hein, c'est des voies aériennes, des autoroutes aériennes, si on peut dire comme ceci. Hein. Donc, c'est ce que ça veut dire, airway. Donc, voilà, c'est pas non plus surprenant. Hein, quand on regarde des avions commerciaux, on a l'impression qu'ils suivent toujours le même chemin, qu'ils suivent toujours la même route. Ben oui, ça c'est normal. Hein, il y a des routes aériennes qui sont tracées pour eux. Ensuite, lorsqu'ils arrivent dans une zone aérienne, une zone contrôlée, lorsqu'ils veulent atterrir donc, sur un aéroport ou sur un aérodrome, eh bien, il va y avoir une tour de contrôle. Donc, cette tour de contrôle, voilà, ça, c'est une zone qui va être donc sous le contrôle de la tour, contrôle aérien. Alors, juste au-dessus, vous voyez, donc du coup, en fait, c'est des espèces de cylindres, on peut dire que c'est pratiquement des cylindres qui s'empilent les uns sur les autres. Donc, vous avez ici, on peut imaginer un cylindre. Ici, on peut imaginer un cylindre. Puis là, par contre, c'est un espèce de tube dans lequel va circuler les avions. Ça, c'est une TMA, hein, Terminal Maneuvering Area. Et donc, ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que les avions, quand ils arrivent donc dans leur zone d'atterrissage, eh bien, ils ont donc à manœuvrer. Il faut qu'ils fassent peut-être des tours de piste ou alors il faut qu'ils ont des circuits d'attente, etc. Donc, il faut qu'ils le fassent en toute sécurité, sans être gênés par des aéronefs lambda. Donc, tout ça, ça se fait au niveau du contrôle et de la tour de contrôle notamment. Alors, je vous ai dû certainement vous indiquer un certain nombre d'informations. Donc, Airway, Terminal Maneuvering Area, et puis là, ici, on est sur la zone de contrôle. Alors, donc, on est, supposons que l'on veut faire, et ce sera notre cas, bien sûr, hein, un cas de VFR, hein, donc Visual Flight Rules, eh bien, il y a deux espaces, deux types d'espaces, l'espace contrôlé et l'espace non contrôlé. Vous voyez, par exemple, ici, dans cette zone, la zone blanche, je vais pouvoir évoluer sans avoir à me soucier donc d'une quelconque autorisation de la tour. Par contre, après, si je veux effectivement atterrir ou traverser cette zone-là, il va me falloir donc des autorisations, c'est-à-dire communiquer avec la tour. Alors c'est un petit peu ce qui est représenté dans ce tableau. Les conditions de... Alors déjà, la classe A,
même pas, on n'y pense même pas. Là, les vols VFR sont strictement interdits. C'est par exemple ce qui va se passer au-dessus de Paris. Ensuite, vous avez plusieurs classes. Et là, eh bien, vous avez des conditions, les conditions de pénétration. Ça veut dire que là, c'est marqué clearance. C'est le terme français, francisé du terme anglais clearance, qui veut dire autorisation. Donc là, il faut obtenir une clearance de la tour de contrôle pour pouvoir évoluer dans cette zone. Si la tour ne vous y autorise pas, ben vous ne rentrez pas, tout simplement. La radio, oui, est obligatoire. Le transpondeur, oui, c'est obligatoire. Donc vous voyez, dans tout cet espace contrôlé, là, eh bien, vous avez, c'est très restrictif. Hein. Il vous faut du matériel et puis il vous faut une autorisation. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, là, dans les espaces non contrôlés, vous n'avez pas besoin, à la limite, on n'a pas besoin de radio et on n'a surtout pas besoin de transpondeur. Donc la radio, c'est évidemment un outil qui, à mon sens, est indispensable au niveau de la sécurité, mais en tous les cas, qui n'est pas obligatoire dans un espace non contrôlé. Donc, les aérodromes contrôlés, ils sont contrôlés soit par une tour de contrôle, comme c'est le cas ici, soit par un agent AFIS. Un agent AFIS, c'est un Aerodrome Flight Information Service, c'est-à-dire c'est un agent qui, lui, va délivrer des informations, et c'est-à-dire il va vous donner des informations du style quelle est la piste qui est en service, quelle est l'intensité du vent, etc. Et vous informer éventuellement sur le trafic. Mais après, eh bien, c'est le commandant de bord qui est maître de son aéronef et lui, il fait un peu ce qu'il veut, malgré tout. Mais cela dit, l'agent AFIS, lui, a fait son travail, il a donné des informations et puis bien le commandant de bord, eh bien, il a fait un petit peu ce qu'il a voulu de ces informations. Deux classes qui n'existent pas en France, la classe B, la classe F. Les cartes aéronautiques. Alors, cartes aéronautiques, déjà, première chose, c'est un peu comme sur la carte VAC, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'axe vertical ascendant, il donne toujours le nord géographique. Ça, c'est indispensable à bien avoir en tête. Alors, vous remarquez, eh ben, on va essayer de comprendre un peu comment est organisée une carte aéronautique, parce que quand on voit ça, on se dit, waouh, là, c'est un sacré chantier. Là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Enfin, en fait, à la limite, on ne comprend pas trop toutes ces informations. Ça paraît un peu difficile à imaginer, à comprendre. Alors déjà, ici, vous remarquez que dans cette zone, c'est marqué TMA. Tiens, TMA, ça fait référence à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est dans une zone TMA. Donc il faut s'imaginer que c'est un espèce de cylindre qui est situé au-dessus de l'espace contrôlé par la tour. D'accord? Alors vous remarquez qu'il y a d'ailleurs deux hauteurs, le plafond et le plancher. Donc le plafond, c'est 2500. Pour cette zone TMA Paris 2, et ici, c'est le plancher 1500. Toutes ces indications, hein, ce sont des hauteurs, et toutes ces indications, elles sont en pied. Alors, on a déjà vu, donc vous voyez, c'est une classe A. Là, on a un aérodrome. Certainement une base ULM. Ici, à nouveau, des lignes électriques. Haute tension. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir donc, des lignes qui seront certainement assez hautes. Là, à ce niveau, ici, vous avez un cercle qui est assuré. Eh bien, ça, c'est une zone P. P, ça veut dire prohibited, c'est-à-dire interdit.
Donc toute cette zone-là, eh bien, le survol est interdit. De quoi s'agit-il? Franchement, là, comme ça, je ne vois pas trop. Mais bon, on a l'impression quand même qu'il y a peut-être une espèce de centrale, je suppose, centrale nucléaire. Voilà, ça pourrait être éventuellement une explication. Des éoliennes. Il peut y avoir aussi des groupes d'éoliennes. Là, a priori, elle est plutôt, comment dire, voilà, des groupes d'éoliennes, voilà ici. Là, donc, il y en a eu une, oui, il y en a même une autre aussi, donc là également, il y en a plusieurs, il faut se méfier. À nouveau, une TMA, cette fois c'est une TMA, donc une classe, celle-ci, cette TMA, elle est située dans une classe, classe D. Hein. D, de toute manière, il me faudra obtenir une autorisation de la tour, mais je vais pouvoir aller dans cette, dans cette zone. Je vais pouvoir évoluer ici, puisque c'est une classe A, là, une classe D. Là, ici, celle-ci, c'est une classe A, je ne pouvais pas. Donc, une classe D, bien sûr, je vais pouvoir évoluer. Là, on a les hauteurs, hein, le plafond, le plancher. Et si je veux contacter la tour pour obtenir l'autorisation d'aller dans cette zone, je vais la contacter avec cette fréquence. Je vais donc régler ma radio VHF sur cette fréquence. On continue. C'est ici. Donc, remarquez le contour de cet espace aérien classe D, c'est celui-ci. C'était en bleu, comme cela. Dans toute cette zone-là, je suis donc dans cette TMA scène, je ne me souviens plus, c'est combien déjà? 5. Regardez, là par exemple, ici, je me retrouve, bon, il y a plusieurs, voilà, tenez par exemple ici, dans cette zone-là, hop, je me retrouve dans la TMA, donc scène 6, et là, j'ai changé de classe. Ici, il y a d'autres informations, c'est marqué R restricted, c'est-à-dire réglementé. Il faut faire attention. Et là, on a également les limites, le plafond, le plancher. Ce sont des hauteurs. Là également, un autre aérodrome. Voilà. Les orientations. Alors, les orientations, eh bien, elle est toujours comptée à partir du sens des aiguilles d'une montre. Voilà, on a donc le nord qui donne l'origine. Et donc, à partir de là, on va tourner dans ce sens-là. Donc, ici, 120 degrés. Donc, si c'était 120 degrés, ça nous donne l'orientation magnétique de la piste. Si jamais, par exemple, j'avais une piste qui était comme ceci, la piste qui me permettrait d'atterrir dans cette direction-là, ça serait la piste 12. Les différents nords, ben mince alors, il y en a deux. Le nord vrai ou le nord donc géographique, ça c'est donc le même. Sur une carte aéronautique, c'est toujours le nord géographique qui est indiqué. Il y a également le nord magnétique, parce que en fait la Terre est donc l'objet d'une intense activité magnétique, et donc la Terre se comporte un peu comme un aimant. Il va y avoir un pôle nord, un pôle sud magnétique. Et cette activité, elle dépend à la fois du temps, elle dépend aussi à la fois du lieu. Donc il y a beaucoup de paramètres qui influent sur le nord magnétique. En clair, le nord magnétique, eh bien, il n'est pas toujours situé au même endroit. C'est pour ça que régulièrement, eh bien, il y a des mises à jour qui sont faites sur les cartes. Donc, voilà, je donnerai quelques indications là-dessus, voilà, sur le pôle nord magnétique qui est situé ici, quelque part par là.
Et l'angle qu'il y a entre le nord géographique, ou le nord vrai, on appelle également, ou le nord magnétique, eh bien, cet angle, on appelle ça la déclinaison magnétique. On en a un petit peu parlé, rappelez-vous, sur la carte VAC, il y avait une information comme ceci. La déclinaison magnétique, donc, c'est un angle delta entre les deux nords. Alors, évidemment que c'est important d'avoir cette information, de connaître la déclinaison magnétique. C'est important, ouais, c'est quand même, il faut quand même en avoir conscience, quoi, tout du moins. Parce que quand on regarde une carte, eh bien, on a une orientation qui est donnée par le nord vrai, c'est-à-dire par le nord géographique. Mais lorsqu'on vole, on utilise des outils, on utilise des instruments qui sont la boussole ou le compas. Et ça, ces instruments-là, eh bien, ils nous indiquent le nord magnétique. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça. Il faut bien retenir ceci, le nord vrai ou le nord géographique, c'est celui qui est lu sur les cartes. On l'utilise pour préparer le vol. Le nord magnétique est donné par le compas ou la boussole et on l'utilise pour diriger l'avion. Alors on regarde, donc sur une carte aéronautique, il y a des informations telles que celle-ci. En fait, j'ai simplement fait un scan de cette carte. Et sur cette carte, on trouve des lignes qui ont été tracées. Et ces lignes, on appelle ces lignes-là des lignes isogones. Et ces lignes-là, elles nous donnent la déclinaison magnétique. Vous voyez, par exemple, ici, on a une déclinaison magnétique de 0. Ça veut dire qu'en clair, si on se situe quelque part par là, ben, le nord magnétique et le nord vrai ou le nord géographique ben, sont en totale correspondance. Alors que là, ben, il va y avoir des modifications. Il va y avoir une déclinaison magnétique. Par exemple, ici, si je prends Lyon, comme ça, hein, on va dire qu'on a une déclinaison magnétique de 1 degré vers l'est. Alors que si je suis vers Brest, ben là, j'aurai 2 degrés magnétiques vers l'ouest. 2 degrés bon, vers l'ouest. Une règle, la déclinaison magnétique est toujours comptée positive vers l'est et elle est comptée négative vers l'ouest. Prenons un exemple. Je pars de Montpellier et je veux arriver à Brest. Alors Montpellier, ça se situe où? Ça se situe par là? Non, finalement, je crois que ça se situe un peu par là. Alors, donc, on va supposer que Montpellier, c'est quelque part par là. Voilà. Donc, on aura 1 degré est. Donc, on aura plus 1. Et Brest, eh bien, on aura donc 2 degrés. On aura donc du coup moins 2. Donc, plus 1, moins 2, ça va nous faire une déclinaison magnétique de moins 1. Comment est-ce qu'on fait pour préparer sa navigation? Alors, je pars de Montpellier. Le nord géographique, il est là. Voilà. Et puis, à partir de là, je veux aller où? Je veux aller à Brest. C'est parti, je détermine le cap vrai, c'est-à-dire que je vais déterminer eh bien, l'angle qu'il va falloir que je suive. Donc, on part d'ici et je vais prendre cet angle-là. Si je suis ce cap-là, sans tenir compte de la déclinaison magnétique, je vais me retrouver à des kilomètres de l'aérodrome de Brest. Donc je ne le verrai jamais. Donc il faut effectivement, dans ces conditions, tenir compte de la déclinaison magnétique. Et c'est exactement ce que je vous indique ici. Donc là, si vous mesurez ça,
on trouve 308 pour cet angle. C'est un peu ce que je viens de vous raconter. Donc le cap magnétique, ça sera le cap vrai moins la déclinaison magnétique. Donc ici, le cap vrai, c'est 308. La déclinaison magnétique, on a vu tout à l'heure que c'était moins 1. Donc ça va faire 308 moins 1, ça nous donnera 309. Prise en compte du vent, lorsque le vent souffle, il peut entraîner un changement de cap de l'aéronef, évidemment. Et cet angle-là, on appelle ça la dérive. Donc regardez, ici, lorsqu'on n'a pas de vent, l'aéronef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer comme ça. Si jamais il y a du vent, l'aéronef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va suivre une trajectoire au sol qui sera celle-ci. Et donc, voilà, il va y avoir un angle entre ce cap-là et puis celui-ci. Il va y avoir un angle que l'on appelle la dérive. Alors, le cap, c'est l'orientation de l'axe de l'aéronef par rapport au nord, qu'il soit vrai ou magnétique. La route, c'est en fait la trajectoire que suivra en réalité l'aéronef. Et la dérive, évidemment, c'est l'angle entre le cap et la route. Donc, par exemple, on souhaite aller de Deauville à Rouen et puis le vent souffle du 30 degrés à 20 nœuds. Donc, l'avion va subir alors une dérive qui va modifier sa route. On va regarder ça. Maintenant, traiter un petit peu cet exemple. Alors, on a les deux nord. Ici, on veut aller de Deauville à Rouen. Donc là, ici, on a le cap. Voilà. Pas de vent. Que fait l'avion ou l'aéronef? Il suit le cap, c'est égal à la route. Pas de vent, le cap égal à la route. Ah, et maintenant, un vent terrible se met à souffler. Même chose. Et au lieu de suivre ce cap, l'avion, qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il va dériver. Et ça sera sa trajectoire. Donc, c'est vraiment la route qu'il va suivre. Entre les deux, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'angle de dérive. On passe maintenant rapidement aux méthodes de navigation. Deux méthodes. La méthode qui s'appelle le cheminement. Cette méthode, elle consiste à suivre des lignes naturelles ou artificielles, c'est-à-dire que sur la carte aéronautique, on va repérer un certain nombre de points particuliers, comme les fleuves, les autoroutes, les voies ferrées, choses comme ça. L'estime, c'est quoi? C'est je veux aller d'un point à un autre, je trace une route à suivre, et puis en prenant en compte la déclinaison magnétique, la dérive, etc. Voilà, ça me permettra de définir donc les éléments qui vont être nécessaires à mon vol. Donc, je ne sais plus si j'ai fait un exemple ici. Donc, voilà. Cheminement. Donc, par exemple, je pars, j'en sais rien moi. Tiens, je vais partir de la Tour du Pin, par exemple, ici, comme ceci. Voilà. Et je veux aller, je veux aller à Romans. Là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux aller, par exemple, suivre cette ligne, par exemple, jusqu'ici, et puis ensuite, suivre la voie du TGV, jusqu'à rencontrer l'Isère. Lorsque j'arrive à l'Isère, après, je saurai qu'il va falloir que je tourne, que je m'oriente sur ma gauche. Voilà, par exemple, ça pourrait être quelque chose comme ça.
l'estime, bien là, je pars de la tour du pin, je veux aller à Romans. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, je trace un trait. Alors ce trait, après, il va peut-être bien falloir quand même faire des petites modifications, parce que si je n'ai pas de transpondeur, et bien là, vous voyez que je suis obligé de passer par cette zone D, et on a vu tout à l'heure, hein, ça c'est une zone qui est contrôlée, c'est une CTR, c'est la CTR de Grenoble, hein, de Grenoble-Isère, l'aéroport de Grenoble, et là il va me falloir l'autorisation impérative de la tour de contrôle. Cela suppose que j'ai évidemment la radio, mais surtout le transpondeur pour pouvoir communiquer avec lui et donner ma position radar. Donc si je veux éviter ça, va peut-être falloir que cette droite-là, je la casse, hein, par exemple, en me disant je pars de là, jusqu'ici par exemple, et puis ensuite je trace un trait plein sud. Voilà. Donc du coup on aura cette information donc à l'estime. Il me suffira de mesurer la longueur de chacun de ces traits, d'appliquer l'échelle de la carte, d'avoir une idée de la vitesse à laquelle je veux voler, tenir compte bien sûr du vent, etc., pour avoir une idée à l'heure à laquelle je vais arriver. Voilà. Eh bien, je crois que c'est fini. Enfin. À bientôt.